Une entreprise que presque personne ne connaît aujourd'hui a déjà valu plus qu'Apple, Microsoft, Amazon et Saudi Aramco réunis. Et le plus incroyable, c'est qu'elle a plus de 400 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Vous avez certainement cliqué en voyant le titre. L'inconnu à 7,9 000 milliards de dollars. Eh bien, il s'agit d'une entreprise qui a réellement existé. C'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC. Mais dans cette vidéo, on ne va pas seulement parler de son chiffre hallucinant de 7 900 milliards de dollars en valeur actuelle. On va voir comment une petite république menacée a inventé la première multinationale, la première bourse, la première IPO. Comment une famille sans couronne, la Maison d'Orange, a compris que le vrai pouvoir n'était plus dans les rois, mais dans les marchés. Et surtout, on va voir le prix humain, les massacres, l'esclavage, et pourquoi, encore aujourd'hui, ce système façonne votre compte en banque sans que vous le réalisiez. Imaginez, vous êtes un petit pays coincé entre des empires surpuissants. Et votre seule arme pour survivre, ce n'est pas une armée, c'est de l'argent privé. On remonte à la fin du XVIe siècle. L'Espagne vient de mettre la main sur le Portugal. Résultat, leurs deux immenses empires coloniaux se retrouvent sous la même couronne. En un coup, une seule monarchie contrôle des territoires en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Sur mer, ils ont pratiquement tout. Les Provinces-Unies, les futurs Pays-Bas, sont alors en guerre pour leur indépendance et techniquement encore rattachés à l'Espagne. Face à ce monstre ibérique, les Néerlandais comprennent une chose. Ils ne gagneront jamais avec les canons seuls. Alors ils inventent une nouvelle arme, le capital privé. En 1602, cette compagnie de commerce néerlandaise fusionne pour créer la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Sur le papier, c'est une simple compagnie marchande. En réalité, c'est une machine de guerre économique. Des flottes armées, des forts à l'autre bout du monde, des troupes privées et surtout, quelque chose de totalement nouveau, des actions. Pour la première fois dans l'histoire, des citoyens ordinaires peuvent financer l'expansion d'un empire et en tirer des profits. En août 1602, la VOC lance ce qui est considéré comme la première introduction en bourse de l'histoire. Des Néerlandais déposent leur argent pour acheter des parts d'une aventure commerciale vers l'Asie. Et très vite, l'idée va plus loin. Ces parts deviennent transférables. Elles peuvent se revendre. C'est la naissance de la première bourse moderne à Amsterdam. Les marchands créent aussi quelque chose de fondamental, la responsabilité limitée. Si un navire coule ou si une route commerciale s'effondre, l'investisseur ne perd que sa mise. Sa maison, sa terre, ses biens personnels restent protégés. Résultat, la peur recule et l'argent afflue. Au fil du temps, les actions de la VOC explosent. De 100 au départ, elles montent à environ 1000 au début du XVIIIe siècle. Une multiplication par 10. À son apogée, la VOC vaut l'équivalent de 7,9 billions de dollars actuels, soit environ 7 900 milliards. Plus que n'importe quelle entreprise moderne. La VOC ne se contente pas de transporter des épices. Elle invente le modèle. Société par action. Marché secondaire. Speculation. Responsabilité limitée. Bourse organisée. Autrement dit, le squelette de la finance moderne. Mais ce n'est que la première couche de l'histoire. Car derrière cette entreprise, une famille va comprendre comment utiliser tout cela pour remplacer le pouvoir des rois. Et si les véritables architectes du capitalisme n'étaient pas les Rothschild ou les Rockefeller, mais une dynastie dont vous n'entendez presque jamais parler, la Maison d'Orange, la Maison d'Orange-Nassau, à l'époque, n'a pas de royaume puissant, pas de grandes mines, pas d'immenses terres à exploiter. Elle porte des titres, mais dans une république dominée par les marchands, ça ne pèse pas très lourd. Les élites d'Amsterdam qui veulent plus de contrôle républicain, et l'Espagne qui veut les écraser. La Maison d'Orange n'a qu'un choix, s'adapter. Elle va donc faire comme les marchands, parier sur le capital. Les princes d'Orange ne dirigent pas directement la VOC, mais ils l'alimentent, l'adossent et lient leur destin à elle. Plus tard, des membres de la famille, comme Guillaume IV et Guillaume V, deviennent statuaires, des sortes de chefs d'État, et président la VOC et la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Sans couronne officielle, leur pouvoir repose de plus en plus sur les dividendes. Mais l'influence de la Maison d'Orange ne va pas s'arrêter aux Pays-Bas. Elle va redessiner le visage de l'Angleterre,
puis indirectement celui des États-Unis. En 1688, l'Angleterre est en crise. Le roi Jacques II perd la confiance du Parlement et d'une grande partie du peuple. Les élites britanniques cherchent un souverain protestant crédible. Ils se tournent vers Marie, la fille de Jacques, mariée à Guillaume d'Orange. Guillaume débarque en Angleterre avec ses troupes, mais aussi avec une vision, celle d'un système où les marchés financent le pouvoir. C'est la glorieuse Révolution. Guillaume III et Marie II montent ensemble sur le trône. Et très vite, quelque chose de décisif se met en place. Création de la Banque d'Angleterre. Apparition d'une dette publique organisée. Émission d'obligations d'État pour financer notamment les guerres. C'est la copie adaptée du modèle néerlandais, mais injectée au cœur du système britannique. En parallèle, l'influence hollandaise traverse l'Atlantique. Dès 1609, des navires de la VOC atteignent la région de l'actuelle New York. En 1624, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales fonde la Nouvelle-Amsterdam sur le sud de Manhattan. Ce qui ressemble à un simple comptoir de commerce est en fait conçu comme un nœud financier. Ruses organisées, règles de crédit, contrats respectés. Quand les Anglais reprennent la ville en 1664 et la rebaptisent New York, ils ne détruisent pas ce système. Ils le reprennent. Le droit, les habitudes financières, la logique commerciale néerlandaise se mélangent au modèle anglais. Plus tard, Londres et Amsterdam vont se compléter. Amsterdam, solide sur les dépôts et la confiance. Londres, agressive sur la spéculation et les marchés rapides. Et New York, des siècles après, héritera de cette double ADN. C'est l'un des socles de Wall Street. La Maison d'Orange et les marchands néerlandais n'ont pas seulement enrichi une petite république. Ils ont exporté un modèle. Finances publiques, banque centrale, obligations d'État, ville structurée pour le commerce global. Sans eux, l'Angleterre, puis les États-Unis, n'auraient probablement pas bâti le même capitalisme. Mais avant de parler de l'héritage actuel, il faut regarder ce que ce système a coûté en vies humaines. Parce que derrière les innovations financières, il y a une réalité beaucoup moins glamour. Des massacres, de l'esclavage et des sociétés entières brisées pour alimenter les dividendes. La VOC, ce n'est pas qu'une success story économique. C'est aussi un empire qui se comporte comme un État, et souvent comme un État brutal. Prenons quelques exemples parmi les plus choquants. Le massacre des îles Banda. Pour contrôler le commerce de la noix de muscade, la VOC extermine presque toute la population autochtone. Des milliers de morts, des survivants réduits en esclavage, et des colons néerlandais installés à leur place. Le massacre d'Ambon. Sur l'île d'Ambon, aujourd'hui en Indonésie, la VOC fait exécuter des marchands anglais et japonais, accusés de comploter contre le fort hollandais. La violence sert de message très clair, la VOC est seule maîtresse du jeu. Le massacre de Batavia, Jakarta actuel. Des milliers de Chinois sont tués dans la ville, dans un mélange de peur, de racisme et de calcul politique. À côté de ces massacres, un système massif de travail forcé se met en place. Dans les zones de production d'épices, des populations locales sont obligées de cultiver pour la compagnie, au prix de la famine, de la misère et de la destruction de leur structure politique. Pendant près de 2 siècles, la VOC combine innovation financière et violence systémique. Mais même les géants finissent par se fissurer. Au XVIIIe siècle, la corruption interne augmente, les coups militaires explosent, et la concurrence britannique et française s'intensifie. La machine devient lourde, inefficace, rongée de l'intérieur. En 1796, l'État néerlandais finit par reprendre la main et nationaliser ce qu'il reste de la compagnie. La VOC disparaît, mais son architecture de pouvoir, elle, reste. Aujourd'hui, les Pays-Bas ne sont plus un empire maritime, mais un empire financier. Le pays attire et déploie des masses de capitaux gigantesques. Plus de 4,3 billions de dollars d'investissements étrangers entrants. Plus de 5,2 billions sortants. Et plus de 3,5 billions d'actifs détenus à l'étranger. Tout cela pour un pays moins peuplé que la Californie. Derrière ce réseau, la Maison d'Orange-Nassau est toujours là. Le rôle de la monarchie est officiellement cérémonial. Mais ses liens avec l'industrie, l'énergie, la finance restent très réels. Participation dans des groupes comme Shell, influence via des trusts, des fondations, des véhicules d'investissement.
Présence dans les sphères de gouvernance et de défense. En 1907, quand Royal Dutch fusionne avec Shell Transport et Trading pour devenir Royal Dutch Shell. C'est une nouvelle incarnation de ce vieux modèle. Une entreprise géante, mondiale, liée à un titre royal. Et ce n'est pas la seule. De grandes institutions financières européennes, comme ING Group, se sont appuyées sur une architecture juridique et financière qui rappelle les mécanismes expérimentés à l'époque de la VOC. Protection des capitaux, structures internationales, optimisation fiscale. Les descendants des marchands et des élites de cette époque ne portent plus forcément de noms célèbres, mais leurs héritiers siègent dans des conseils d'administration, gèrent des fonds, influencent les politiques publiques, souvent à l'abri des caméras. Quand on parle de capitalisme aujourd'hui, on cite souvent les Rockefeller, Rothschild, JP Morgan. Mais le prototype, le plan d'origine, a été mis au point bien avant eux, par une république marchande et une famille qui a compris que le vrai pouvoir n'était plus dans la terre, mais dans la capacité à organiser le capital. La VOC a laissé un double héritage. D'un côté, des outils qui structurent encore la finance mondiale. De l'autre, une histoire de violence, de domination et d'extraction de richesses. Et ça nous amène à une question qui compte encore aujourd'hui. Si les marchés ont pris la place des rois, qui gouverne vraiment les marchés? Qui porte la couronne? Quand la couronne est-elle devenue invisible? Si ce genre d'enquête historique sur l'argent, le pouvoir et les familles qui tirent les ficelles vous intéresse, cliquez sur j'aime pour pousser cette vidéo dans l'algorithme. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes.